Voilà, alors, troisième interview aujourd'hui pour le prix Masterton. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Violaine de Charnage. Salut Violaine. Bonjour Donc, Aude. eh bien, c'est la deuxième année qu'on te retrouve, puisque l'année dernière, tu étais déjà en liste, sur la liste des finalistes avec Ouais. celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était ton premier thriller horrifique, Les entrailles de l'horreur. Oui. Premier, on va Donc, dire même premier vrai roman en termes de taille, parce ouais, qu'avant j'avais ouais. déjà écrit Screaming Boys qui est devenu Slasher Island, mais on peut considérer que c'est un roman court, donc c'était le premier big. Premier vrai roman, ouais, Ouais. ouais. Et très, très bien d'ailleurs. Donc, finaliste du prix Masterton l'année dernière. Et donc, cette année, tu reviens avec Un conte de neige et de mort. Voilà, il est absolument sublime. Voilà, de Violaine de Charnage. Donc, celui-ci, c'est celui qui est finaliste cette année. Donc, ben moi, je l'ai lu. Je suis très, très en retard dans mes chroniques. Donc, pour le moment, elle va arriver. Hein. Donc là, on est loin de tes récits. Je le mets à la. On est loin de tes récits trash et érotiques. On agit ici plutôt dans la noirceur, la pourriture, les fluides, les odeurs putrides. On est plutôt là-dedans. Toujours avec ce petit côté poétique qu'on retrouve toujours dans tes textes. Et ça, je trouve, c'est super agréable. Tu as une manière de nous amener les choses et de les aborder qui est vraiment propre à toi. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est l'histoire de vie torturée, de personnes, on va dire, abîmées, avant même d'avoir éclos, quoi, en fait, on va dire ça comme ça pour pas trop spoiler. Je vais te laisser d'abord te présenter pour s'il y a des personnes qui te connaîtraient pas encore, en condensé, hein. Ouais, Et puis, l'exercice toujours pas facile. et puis après, on va revenir sur celui-ci. Yes, donc je suis Violaine de Charnage. Ça fait à peu près un peu plus de 3 ans que j'écris. Je me suis lancée vraiment sur le tard, mais par contre, quand je fais quelque chose, c'est à fond. Donc depuis, j'ai publié, je pourrais pas donner le nombre exact, mais j'ai publié plusieurs romans, des recueils de nouvelles, des novellas. Je suis éditée chez plusieurs éditeurs, notamment récemment Au Diable Vauvert, Gore des Alpes, Faute de frappe, et je suis également auto-éditée. Et donc Un conte de neige et de mort est un roman auto-édité, totalement par choix d'ailleurs. Voilà. Et donc mon truc en termes d'univers, en réalité j'ai plusieurs univers. Je travaille de manière générale l'horreur extrême. Donc une de mes spécialités c'est le gore et le body horror. Voire je vais même mélanger ça avec de la pornographie, ça va donner du porno-gore. Et je m'essaie de plus en plus à un registre plus sombre, un peu plus traditionnel, et c'est le cas avec Un conte de neige et de mort. Donc là, on est dans l'horreur extrême et j'ai un côté que je développe également, davantage épouvante. Et d'ailleurs, j'ai sorti mon premier épouvante jeunesse l'année dernière qui s'appelle Mort de citrouille. Donc voilà, de manière générale, mon registre, c'est l'horreur. Et ça va de l'horreur absolument extrême à l'épouvante jeunesse. Mais on est quand même plus côté gore et compagnie. Plus côté brutal. Oui, voilà. Trash. Ok, Mais avec donc, l'amour. eh ben, je vais juste présenter un petit peu ce que tu viens de nous parler. Donc, déjà, quand tu as commencé à écrire, donc on a dit 2021, hein, c'est ça? Donc, tu as Ouais, commencé, première publication 2022, ouais. t'as commencé par des petites nouvelles donc, qui avaient ce format-là, toutes Ouais. fines, toutes petites, que tu as ensuite, donc il y en a plusieurs, que tu as ensuite réunies dans les vinylologies, je vais y arriver. Voilà. Donc, elles sont toutes réunies là. Donc, moi, ce que j'adore dans celle-ci, hein, c'est les couves. Franchement, elles sont vraiment exceptionnelles. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir les petits badges qui vont avec. Ils sont trop beaux sur ma Au niveau veste. des couvertures, excuse-moi, du coup, au niveau des couvertures des villénologies, c'était pas encore très conscient à l'époque, mais on retrouve déjà des personnages féminins horrifiques, et c'est vraiment le fil rouge de ma création. Je l'ai pas dit tout à Oui. l'heure, mais je travaille vraiment une horreur autour de protagonistes féminins, tout ce qui est thématique autour du corps des femmes, c'est vraiment mon truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ben, Les entrailles de l'horreur, qui a été donc ton premier vrai roman.
Tu parlais de l'autre tout à l'heure. Donc ça, c'est les collabs que tu as fait avec la collection Carnage et Zone 52, Ouais. Zone Édition 52. Donc, il n'existe plus celui-là. Hein. Il Il est est en… réédité, je l'ai pas sous la main. Non, je l'ai pas Mais là. toi, Il est réédité sous Slasher Island. Il est épuisé voilà, effectivement chez l'éditeur. voilà. Celui que tu as réédité aussi? Non. Non, celui que j'ai réédité, je fais autant de tirages que je veux, donc il n'y a Voilà. pas de souci. Il y a que celui-ci. Bah, celui-ci, il y en a beaucoup de la collection qui sont Ouais, plus. Donc, en ça, rupture. c'est le Val Sanglante que tu as fait avec Gore des Alpes. Très, très Mm. bien. C'était, on va dire, une première incursion dans le sombre, vraiment sombre avant Ouais, Blanche-Neige. Et peut-être moins gore que d'autres, mais un peu plus psychologique et plus dans le malsain. c'est vrai. Celui-ci aussi est pas mal, hein, à ce Ouais. niveau-là. Sharon, Le, ouais, on est sur une histoire par contre là qui est barrée. C'est mon côté horreur barrée et trash. C'est l'histoire d'une princesse morpion à qui il arrive plein de mésaventures. C'est scato, enfin voilà. il y en a pas mal des comme ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi des recueils que tu as fait comme ça. Donc là, eux, ils sont en version reliée. Ils sont vraiment super beaux. Ah bah, tu vois, j'ai C'est des un petits best-of de villénologie, ouais, donc écrit forcément sur l'horreur érotiques. érotique. Ouais. Voilà, Violaine, à chaque fois, toute la mise en page, c'est toujours très soigné, très le De petit l'horreur serpent. Bon, avec humour, quoi. voilà, c'est ça. Il y a celui-ci, hop, Ouais. que tu as sorti aussi, pareil, en couve reliée, qui est très, très beau. Tu as écrit dans celui-ci, donc le Ouais. premier avec faute de frappe, dans lequel tu as fait une nouvelle. Et, parce que c'est non négligeable non plus, tu as fait une nouvelle donc dans le deuxième qui est cette année lui aussi pour le prix Masterton dans la catégorie recueil de nouvelles. Donc Violaine a fait une nouvelle là-dedans. Je ne sais plus laquelle Qui c'est. s'appelle À toutes les filles que j'ai saignées avant, et ça se passe Voilà, au Maximba en discothèque dans les années 80. Et c'est une c'est histoire de ça. vampire super trash et gore. Je me rappelais plus, oui, que j'ai adoré d'ailleurs parce que Violaine a beaucoup d'humour. Hein, elle nous fait des petits. T'aimes bien aussi tout ce qui est pop fiction, tout ça. Des petits Bah, moi appels à aussi, Didier effectivement. Barbelivien, tout ça. C'est Bah, j'aime bien aussi mixer ça avec de la pop culture. ouais. Après, c'est aussi une question de génération, donc j'ai pas forcément les mêmes références que quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, mais voilà. C'est... Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y en a plein qui ne l'auront pas, mais moi, ça m'a bien fait rire. Bon, alors après, on a celui-ci aussi qui est en lice aussi niveau Ouais, recueil, donc Les Déviants, où Violaine aussi en a fait une. Donc, celui-ci, j'ai pas fait le Adopte un retour témien. encore. Mais là, oui, là, c'est plutôt pas mal. Donc, adopte un ténia, hein. C'est vraiment ça, c'est bien ça. C'est la relation D'ailleurs, quasiment amoureuse d'une femme avec son ver solitaire. ouais, mais tu sais que quand je l'ai lu, je me suis dit, on n'est pas très, très loin de la réalité parce que tu as des nanas qui s'en servent pour maigrir quand même. Hein. Et totalement, Réellement. tu Hein. sais que de manière générale aussi, je puise au niveau de l'actualité, des faits divers, etc. Et notamment, je pense que c'était début des années 2000, il y a eu une très grosse vague, notamment chez les stars hollywoodiennes, autour de l'anorexie, l'utilisation de vers solitaires. Il y avait des femmes qui se faisaient livrer des vers solitaires d'Asie, etc. Ça se trouve encore d'ailleurs sur le net. Et donc, j'ai pensé à ça aussi quand j'ai Ouais, écrit ouais. cette histoire, au-delà du côté un peu fun, quoi. J'ai pensé à cette actualité-là et voilà les trucs barrés qu'on peut faire parfois pour être bien dans son corps, quoi. Voilà, et moi quand j'ai lu ça, je me suis imaginé, tu vois, celle cachetée et qui vivait ça. Donc je me suis dit, ouais, c'est sympa. Donc elle est dans les déviants, hein, elle est dans l'anthologie éditée au Diable Vauvert. Je vous la recommande. Celle de Violaine est vraiment pas mal. T'aimes bien les petites bébêtes, toi? T'aimes bien quand ça grouille un petit peu aussi, hein? Ouais. C'est un truc, voilà. Et donc on revient sur celui-ci, donc Mm. qui est cette année et que moi je trouvais absolument divin. C'est une comment dire? Ce que j'ai apprécié par exemple
par rapport aux contes interdits, si les gens se disaient allez encore une revisite, encore, ce n'est pas du tout ça. Autant les contes interdits, on a chacun notre avis. Il y a tout un de fans. Moi, j'aime pas trop. Là, toi, tu as bien suivi l'histoire des frères Grimm. Hein. Tu gardes Blanche-Neige, tu gardes la reine, le roi, tout ça. Mais tu changes un peu les personnages. Ils n'ont pas le même comportement, mais tu restes quand même dans l'histoire du château. Tu t'inventes pas de nouveaux trucs. C'est les personnages qui vont vivre différemment, on va dire, et évoluer différemment. Parce que des fois, les contes interdits, c'est barré, ça part complètement sur autre chose. Toi, tu as gardé le socle de l'histoire quand même. Lors de ma précédente interview l'année dernière, on avait parlé revisite de contes. Et donc, je t'avais expliqué que le conte, chez moi, c'est quelque chose de fondateur au niveau de ma culture. Quand j'ai appris à lire, je lisais avec mon père le week-end pour m'entraîner. Et il avait acheté, j'avais tout Grimm, tout Perrault, j'avais des contes plus modernes, etc. Comme et moi, bon, j'ai souffert, mais ça m'a imprégné vraiment au niveau de ma culture, et notamment Grimm, même si j'étais vraiment enfant. J'avais compris que chez les histoires des Grimm, il y avait quelque chose, vraiment plusieurs niveaux d'information, et qu'il y avait des choses extrêmement sombres qui se cachaient sous une histoire qui pouvait paraître un peu, voilà, enfantine. Et du coup, j'ai vraiment gardé ça en moi, ce côté différentes couches d'histoire et la manière de raconter aussi. J'avais un peu travaillé ça dans mes premières nouvelles, donc on retrouve dans les villénologies et les contes venimeux, et Blanche-Neige, donc parce que c'est une revisite de Blanche-Neige, un conte de Neige et de Mort. Ouais. C'est un personnage qui me suit, je sais pas, depuis toujours. Pour moi, c'est le personnage de conte le plus fascinant. Et donc j'avais écrit à l'époque dans la villénologie 1 Blanche-Neige et les zombies. C'était un peu mon court-métrage, on va dire. À l'époque, j'étais un peu moins armée, je pense littérairement, j'avais moins de bouteilles. Et il y a un peu plus d'un an, donc ça m'est revenu et j'avais envie d'écrire une suite au départ, simplement une nouvelle qui soit une suite. Et j'ai commencé à tirer le fil et je me suis rendu compte qu'en fait non, c'était pas une nouvelle que je voulais écrire, c'était un roman et c'est devenu un double roman. Voilà. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais sur l'approche, donc j'ai cette culture effectivement du conte très traditionnel. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver. Je voulais pas prendre un conte et en faire complètement autre chose, enfin juste l'utiliser comme prétexte. Ce que je voulais faire, c'était reprendre le matériau des frères Grimm, en sachant que la version des frères Grimm, il y a eu plein de versions de Blanche-Neige, même avant les Grimm. Les Grimm, c'était donc deux frères qui ont en gros rassemblé plein d'histoires et ils en ont fait leur propre version. Mais il y a eu plusieurs effectivement versions antérieures à Blanche-Neige. Beaucoup de versions des contes, que ce soit Grimm, que ce soit Perrault, que ce soit Andersen, ont été modifiées. À la base, ce sont des contes qui restent très sombres à l'origine. Oui. Et qui, bizarrement, existent aussi dans plusieurs cultures. Et donc, on retrouve quelque part un équivalent à Blanche-Neige dans plusieurs cultures. Et j'ai voulu donc repartir de ce matériau des Grimm parce que c'était le plus sombre et c'était celui qui, pour moi, sur lequel il y avait le plus de matière. Et c'est celui que je connais le mieux et sur lequel j'ai le plus d'affection. Et comme tu le disais, ce que j'ai fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un travail de réécriture pure et dure. C'est que j'ai repris le conte original, je l'ai complètement décortiqué, j'ai regardé quels étaient les personnages, les thématiques, les enjeux, etc. J'ai gardé des choses, j'en ai enlevé d'autres et j'ai retravaillé certains aspects. En fait, l'idée, c'était de prendre ce qu'il y avait déjà de sous-jacent chez les Grimm et de le retravailler et le prolonger. Donc c'est pas un reboot, un recommencement de l'histoire. Pour moi, je sais pas comment l'expliquer. Enfin voilà, j'ai repris vraiment, j'ai essayé d'être extrêmement respectueuse du matériau originel, mais effectivement après en introduisant de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux. Oui, c'est ça qui est pas mal parce que si tu prends les contes interdits, c'est même un peu, je dirais, il y en a beaucoup en ce moment, c'est un petit peu la vibe du moment de reprendre les contes. Souvent, ils incorporent dedans des choses modernes, des choses, ils le dénaturent. Toi, ce que j'ai aimé, c'est que tu ne le dénatures pas. On reste dans cette ambiance de conte sombre, le château, tu restes là-dedans. Mais c'est les personnages qui n'évoluent pas pareil, qui sont, comment dire, plus tortueux, plus, voilà. Il faut le lire.
Ouais, et le conte, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à écrire, euh, j'étais entre guillemets les premiers contacts avec des écrivains que j'ai eus, c'était des écrivains majoritairement de fantasy. Et je m'étais dit, ah non, moi j'écris jamais de fantasy, c'est pas mon truc, faut faire de la construction d'univers, et puis j'aime pas ça. Mais en réalité, là, je me suis rendu compte que bah, le conte, ça touche aussi à la dark fantasy. Donc évidemment, on est sur la version la plus dark, la plus dark, la plus dark de la fantasy. Mais donc, il y a quand même, même si je me considère pas comme une écrivain de dark fantasy, clairement, sur un conte de Neige et de Mort, on flirte avec la dark fantasy parce que voilà, il y a cet univers moyenâgeux, des personnages très torturés, ce côté un peu no future qu'on retrouve, et puis l'aspect fantastique. Donc tout à l'heure, je parlais de Blanche-Neige et les zombies. C'était donc le premier titre de l'histoire parce que à l'époque, je voulais faire aussi un clin d'œil à Orgueil, préjugés et zombies, qui était déjà une première revisite de Jane Austen avec des zombies. Et là, je trouvais que le zombie était trop pop culture, trop 21e siècle, etc. Et quand j'ai retravaillé la version de Blanche-Neige, donc avec un conte de neige et de mort, là, on est sur quelque chose de plus traditionnel. Et je parle de morts vivants, de ghouls. Et du coup, on touche effectivement à cet univers de dark fantasy avec de la nécromancie, la capacité à faire revenir les morts. Voilà. Donc pour moi, c'est un mix. En fait, de toute façon, à la base, le conte, ça relève de la dark fantasy, mais clairement, là, on est sur un conte noir, très traditionnel, avec une pointe de dark fantasy, mais on peut considérer que c'est un conte d'horreur parce que bah, la dark fantasy et les contes noirs, c'est dans le registre de l'horreur. Donc, Ah, oui, on est carrément dans l'horreur. Je mettrais quand même pas mal de trigger warning, hein, attention. C'est quand même pas c'est pas une jolie histoire qu'on raconte aux enfants le soir, hein. Ne prenez pas ce livre pour le raconter à vos enfants parce que bah voilà, sans spoiler, on sait très bien qu'à l'époque, les rois se mariaient très tôt. Puisque la majorité sexuelle au Moyen Âge était sur les 9-10 ans, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent avec les enfants, il y a quand même des choses qui se passent avec les femmes, hein, thème récurrent dans tes romans. C'est quand même pas, ça reste très sombre. Et puis voilà quoi, il y a le côté fantastique aussi qui vient après. Et puis ben, j'ai envie de dire, tu m'as laissé sur ma faim aussi, hein, parce que bon ben voilà, hein, il y a l'acte 2. Et puis alors en plus tu l'arrêtes bien, pam, tu nous annonces un truc, fin, tu tournes la page, tu dis, elle va développer. Ah non, d'accord, bon, ok, bah, on attend c'est le alors. but. Quand tu sors un Oui, double roman, il faut que les gens, à la fin du 1, ils soient en frustration totale, parce que sinon, ils n'ont pas envie de lire la suite. Ouais, mais tu Mais vois, ce qui est oui, drôle, c'est que je n'étais pas prête. Je veux dire, tu dis, ah, tiens, elle prend un nouvel angle, donc tu suis l'angle et tout, et poum, fermez la porte. Ah oui, d'accord. Bon. Tu dis là, bah, effectivement. Donc, je vous le dis, de toute façon, c'est impossible de lire le 2 sans avoir lu le 1, et c'est ah oui. impossible de lire le 1 sans vouloir lire le 2. Ça, c'est clair, hein. Violaine, elle nous a fait un truc là, c'est impossible. J'ai entendu de ta part d'ailleurs, il me semble que ça va être aussi un bon pavé, parce que celui-là, on est déjà sur les 400 pages là. Oui. Comme tu disais, on peut pas lire le 2 sans avoir lu le 1. Clairement, on est sur une duologie, donc on est totalement sur une suite, hein. Impossible de lire le 2 avant enfin, le 2 à part du 1, notamment parce que justement, sur ce roman-là, pour la toute première fois, c'était déjà le cas quand même avec Les Entrailles de l'horreur l'année dernière, mais j'ai énormément travaillé la psychologie. C'est ce qui sous-tend toute la réécriture. Et du coup, si tu ne suis pas l'histoire depuis le départ et que tu vois pas l'évolution des personnages, tu peux pas. Enfin, la seule manière d'adhérer en tant que lecteur, c'est de suivre le personnage du début à la fin, notamment par rapport à ce que je prévois sur le tome 2. Sinon, ça tomberait comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc tout ça, ça fait sens. C'est très construit. C'était pas genre ouais, je vais écrire un double roman et je vais couper au milieu, mais on s'en fout. Non, tout ça, ça fait du sens. Il y a un fil rouge qui est extrêmement solide. Enfin, en tout cas, j'essaie parce que je veux arriver effectivement. J'ai travaillé une thématique que je veux arriver à tenir de bout en bout. Donc oui, et donc par rapport à la longueur.
Et ben ouais, je me suis laissée emporter parce que, comme je te le disais tout à l'heure, à l'origine, c'était une nouvelle, Blanche-Neige et les zombies dans la ville énologien. Ensuite, je me suis dit, je vais écrire une simple suite. Ça devait être également une nouvelle d'une 60aine de pages. Je commence à la travailler et là, je me rends compte qu'en fait, c'était la boîte de Pandore. J'avais énormément de matière et d'idées et j'avais aussi l'envie et je me suis dit, je vais écrire un roman. On était en janvier 2024 et j'ai commencé à travailler sur le roman et j'ai échafaudé un plan qui était plutôt ambitieux et je me suis dit, bon, il va être un peu plus épais que les entrailles de l'horreur. Les entrailles de l'horreur, pour indication, ça donne un ordre d'idée. On est quasiment sur 65 000 mots. Ce qui est la taille d'un roman tout à fait correct déjà. Et donc là, je m'étais dit, bon, je vais peut-être être à 80 000 mots sur mon roman. Et j'ai commencé à rédiger le premier tome. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Bah, en fait, non. Il va y avoir un deuxième roman derrière. Je coupe, ouais. Il va y avoir un deuxième roman derrière. Donc, j'ai déjà dû retravailler le plan pour faire en sorte de pouvoir couper correctement à la fin du tome 1. Pas faire ça un peu en mode je coupe n'importe où. Le tome 2, pareil, je me suis dit, bon, le tome 2, il devrait faire à peu près pareil que le tome 1, en sachant que le tome 1, on est à, je crois, 83 000 mots. Donc, on est déjà à 20 000 mots de plus que les entrailles de l'horreur, qui en faisait 65 000. Et quand j'ai rédigé le tome 2, ça a commencé à partir en cacahuète. Et donc, oui, il va être plus épais. Pas en cacahuète dans le sens où c'est pas maîtrisé, c'est juste que je pense aussi que je suis dans une phase au niveau de l'écriture. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai démarré avec de la nouvelle, des textes courts. Je me suis fait beaucoup la main sur des textes très courts. Et là, je pense que c'est un peu c'est peut-être un passage ou une forme de maturité. Ou alors c'est le fait de travailler la psychologie. Je pense que c'est peut-être même Oui, tout ça. peut-être aussi, hein. Et puis ça y est maintenant, enfin, je veux dire, ça fait 4 ans, tu t'es Voilà. fait la main, comme tu dis, sur beaucoup de choses, donc tu te Et du lances. coup, je suis sur des déroulements qui sont plus longs. J'ai plus besoin de poser les choses, notamment par rapport à ces enjeux psychologiques. Donc oui, le tome 2 va être plus épais encore que le tome 1. Ouais. Pour ceux qui se rendent pas bien compte, hein, voilà, ça fait 350 pages, hein, celui-ci, le premier. Donc c'est déjà des romans un roman assez important. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est prévu pour quand le deuxième, Violaine, tu sais ou... Bientôt. Alors, j'avais annoncé. Alors moi, j'ai un gros défaut. Pour les gens qui me suivent régulièrement, je sais, vous le savez, c'est que je suis toujours trop ambitieuse sur les délais. C'est-à-dire qu'en gros, quand je prévois une sortie de roman, mais je me fais avoir à chaque fois, je vais réussir à le corriger un jour, c'est que je prévois la sortie dans la situation idéale sans compter sur la vraie vie des gens et de ma vraie vie. La fatigue, le fait qu'il peut y avoir des imprévus sur le roman, comme le fait que la taille du roman a augmenté par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc j'avais annoncé le premier trimestre, donc bon là on est en mars, ce sera pas mars. Je suis en train de le réécrire. La réécriture est bien avancée. Voilà. L'idée c'est que je le donne à ma correctrice encore ce mois-ci. Je devrais être bonne cette fois. Sachant que pour moi aussi, il faut que le roman, je peux pas le donner. C'est pas le tout de poser un délai, quoi. C'est que le roman, il faut qu'il soit bon. Oui, non, non. Donc, Puis toi, s'il faut 15 jours de plus, t'es voilà. très perfectionniste en plus dans tout ce que tu fais. Donc, oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. Vaut mieux lire, relire, réécrire, corriger, prendre son temps et que Après, il quand faut aussi ça savoir sort. s'arrêter. Mais Oui, tant que le roman, je considère pas qu'il me satisfait, je peux pas. Je peux pas le laisser dans la nature si je considère qu'il est pas. J'ai pas été au bout de ce que je pouvais aller. Donc, fin de la correction, fin de la réécriture ce mois-ci. Après, je donne à ma correctrice. Et après, voilà, je peux pas. La pauvre, j'ai déjà décalé le délai. Donc, le roman sera prêt quand elle aura fini de le corriger, qu'on aura fini de le corriger ensemble. Voilà. Mais quand ce maintenant, sera ça fait abouti. une semaine, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, pas d'inquiétude. Le roman est écrit, il existe. Il commence même à être plutôt bien lisible, mais il n'est pas encore prêt, quoi. Bon, ça va, on attend, on patiente, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ça Mais m'embête pas. oui, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Donc, dans celui-ci, il y a une particularité aussi qui fait on a du mal à le lâcher. C'est que tu ne mets pas un personnage principal. Il y en a plusieurs et plusieurs qui évoluent aussi. On les suit vraiment tous. Et étrangement, ils ramassent, hein, on va dire ça comme ça, mais ils sont attachants. Certains. Il y en a.
Mais Non. c'est ça je trouve, la psychologie des femmes, en fait, dans ce roman-là, elle est hyper importante, elle est touchante, je trouve. Même si c'est terrible, Mm. mais je la trouve. Et la fin, étrangement, Violaine, elle arrive quand même à faire des trucs de dingue, hein, parce que ça reste quand même crade. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des fluides, il y a de la pourriture, il y a tout ce que vous voulez, il y a de la violence, il y a tout ça. Mais à la fin, on va dire, il y a un moment donné dans le roman où tu arrives à nous rendre quand même pas triste, mais ravie de la situation, je dirais. On compatit avec certains personnages. Ouais, l'idée c'est aussi toute la difficulté. Je pense que je suis pas la seule à la connaître quand on écrit de l'horreur et qu'on veut pas juste faire un roman popcorn. J'ai rien contre les romans popcorn et j'en écris. Hein. Je veux dire Slasher Island typiquement, il y a un peu de sous-texte, mais on est quand même sur un truc pas prise de tête. Mais c'était déjà le cas avec les entrailles de l'horreur et c'est le cas avec un conte de neige et de mort. Toute la difficulté, c'est d'être dans un contexte qui est horrifique, donc avec des scènes qui vont être extrêmement graphiques, etc. Et des thématiques qui sont extrêmement sombres, mais en même temps pas tomber dans la gratuité. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas dans certains romans. Quand il y a un moment, j'ai l'impression que c'est gratuit et c'est de faire du crade pour du crade et que ça n'a pas de justification. Je peux comprendre. Après, par exemple, on aime lire du gore et on peut s'amuser aussi avec ça. Mais il y a un moment, il y a certaines thématiques avec lesquelles c'est un terrain glissant. Là, tout à l'heure, tu parlais, voilà, je veux pas déflorer le roman, mais ça parle de violence intrafamiliale, il y a des violences sur les enfants. Il y a un moment, la limite est extrêmement fine entre faire des scènes choc pour faire passer un message et tomber juste dans du graveleux et du voyeurisme. Et voilà, c'était vraiment ce que je voulais éviter avec ce roman. Et l'enjeu est encore plus grand avec le second tome. Voilà, je veux pas divulgacher, mais il y a certaines scènes où je les ai écrites et c'est de la dentelle parce qu'il faut faire passer un message, il faut que le lecteur comprenne ce qui se passe, mais sans être dans quelque chose qui va être sans le montrer, quoi. Ouais. Faut pas que ce soit du Dans les spectacle. Faut que. Mm, mhm. C'est le malaise, c'est ça. Oui, mais c'est Jouer ça sur en le fait. malaise. Pardon. La tension que tu arrives à créer, en fait, on a l'impression qu'elle traverse le livre et qu'elle vient directement sur nous. Il y a un moment donné où on s'imprègne vraiment de la personnalité de ces personnages, féminins en l'occurrence, hein, et ça, je trouve ça super important. Tu rentres vraiment dans le livre. On les voit, hein, ces messages, de toute façon, exactement comme dans les entrailles de l'horreur, hein, de toute façon. Et ça, c'est une grosse qualité dans tes écrits, je trouve. Comme tu dis, il y en a beaucoup qui font de l'horreur pour de l'horreur. Toi, on sent que chaque personnage est très travaillé, la psychologie est très travaillée, et ça, c'est important. Ça a du sens. Sur un roman de cette taille-là, oui. Là, par exemple, tu vois, dans mes projets, une fois que j'aurai terminé avec ce roman-là, je vais sans doute écrire quelque chose de beaucoup plus léger, plus fun. J'ai envie d'un projet gore. Et là, clairement, ça va être un petit défouloir. Ça sera du popcorn, quoi. Mais c'est pas les mêmes enjeux. Voilà, c'est pas un gros roman sur lequel je mets des thématiques lourdes. Enfin, ouais, Mais voilà. c'est pareil, ce genre de roman. Enfin, je veux dire, là, tu es en train d'écrire la partie 2, ça doit être hyper chronophage, quoi. Parce que ça doit te prendre du temps, ça doit te prendre de l'énergie. C'est pas la même chose. Comme tu dis, c'est pas le même travail, hein. Le roman popcorn, voilà, ça vient, c'est parti. Ça, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est de la dentelle, faut faire attention, Oui. pas heurter, pas. C'est ça, c'est et de la dentelle sur la construction du roman parce qu'il faut qu'il y ait cette progression psychologique et il faut qu'elle soit gérée de manière à ce qu'elle soit naturelle. Et pas qu'à un moment, tu vois, tu lises le roman et tu dises mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Ça n'a pas de sens. Il faut que même les choses les plus atroces, du fait que tu aies travaillé la psychologie auparavant, il faut qu'elles puissent être pas compréhensibles au sens où tu adhères, mais que tu puisses comprendre que tu arrives à ce type de comportement. Alors que sur un roman popcorn, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de préparation. Je pense à Screaming Boy, Slasher Island. J'avais fait un vrai travail de construction, mais
derrière, tu vas pas te poser la question de ouais, comment gérer des choses délicates. Bon, même s'il y avait quand même une scène dans Slasher Island, où il y a une scène de viol, je me suis vraiment posé la question de la manière de la rédiger. Mais là, clairement, notamment sur le second tome d'Un conte de neige et de mort, j'ai quelques chapitres où c'est vraiment c'est les sables mouvants. Oui, D'ailleurs, je pense que ça m'a fait un peu peur au niveau dans la période où j'étais dans la rédaction du premier G, donc qui maintenant est derrière moi. C'est quelque chose qui, je pense, m'a un peu ralenti pendant quelques jours parce que j'avais peur en fait de m'y confronter en me disant mais est-ce que je vais réussir à écrire quelque chose qui soit pas juste dégueulasse et bon, le verdict, ça sera la lecture, mais en tout cas, moi, quand je me relis, je me dis, ok, ça le fait, quoi. ouais. T'as eu des retours déjà négatifs ou justement qui te reprochaient ces choses-là? Le fait D'avoir de faire dans le graveleux, le fait, par exemple, les enfants, c'est un sujet que ah, beaucoup sont susceptibles. oui, bah, c'est un sujet aussi que j'ai assez peu travaillé. Bah, je l'avais travaillé donc dans la première version Blanche-Neige et les zombies. Et Blanche-Neige et les zombies, c'est typiquement une des histoires qui est la plus clivante dans ma bibliographie. J'ai des Ouais. personnes qui m'ont dit, je l'ai vraiment adoré. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles attendaient avec beaucoup d'impatience Un conte de neige et de mort. Et par contre, j'ai des personnes qui m'ont dit, là, c'est trop pour moi. Ouais. Euh, Après, C'est- ouais, de temps en temps que. Mais après, il y a aussi des gens qui. Bon, Blanche-Neige et les zombies étaient quand même hardcore, hein. Entre nous, c'était une histoire, elle devait faire une cinquantaine de pages. J'y allais pas mollo sur l'inceste et la pédophilie. Euh, voilà. Mais en la relisant, j'en ai pas honte ou quoi que ce J'ai soit. C'est juste, c'était pas euh, le même j'ai objectif. j'ai pas l'impression que tu y as le trop soft dans celui-là, hein. J'ai pas senti que c'était, enfin, je veux dire, t'y vas quand même. Oui, sur les Et thématiques, mais par la manière de rédiger, je pense que tu oui, n'est pas as. la même. Oui. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de l'écriture de contes. Là, j'ai aussi adopté une écriture qui est beaucoup moins par rapport aux entrailles de l'horreur, par exemple. Pour moi, en termes d'écriture, ça n'a rien à voir. Les entrailles de l'horreur, on est sur une écriture de thriller, un style qui est très sec. Là, j'ai une écriture que je trouve, enfin moi en tout cas, hein, que je trouve un peu plus déliée, un peu plus, tu vois, tu parlais de poésie tout à l'heure. Plus Euh, travaillé. c'est ça. Et du coup, Mmh. je trouve aussi que c'est ce qui permet, c'est ce qui aide à travailler certaines thématiques très difficiles. C'est que quand tu es dans une écriture qui est un peu plus précieuse, bah, je trouve que ça passe mieux, quoi. Ouais, c'est ça, parce que tu restes à être brutal, à être offensif dans ton écriture. Mais oui, pour nous, ouais, c'est ça, je crois, ça passe mieux, c'est ça. Il n'y a pas de vulgarité, je tiens à le dire, hein, quand même, parce que des fois, dans certains, je veux dire, là, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de. Non, D'accord, parce non, que certaines personnes ont parlé de trash sur ce roman. Bon, après, c'est une question de perception personnelle. Mais moi, si je devais qualifier ce roman, je le considérerais pas comme trash. Euh, alors, je sais pas, si c'était justement la manière de le rédiger. Mais en tout cas, si je devais citer mon roman le plus trash, clairement, c'est pas du tout celui-là. Pour moi, au contraire, on est sur bah, peut-être un des moins trash, mais par contre beaucoup plus sombre que tout ce que j'ai écrit jusque-là, peut-être un peu plus classique. Ouais. Et quand tu En dis tout cas, sombre, en plus, c'est vraiment sombre parce il y a une situation qui fait que les personnages, tout le monde est dans le noir, quoi. bah, la couverture aussi annonce la couleur. Et la seconde Voilà. couverture est encore plus Ouais, sombre. ouais, Et ça fait partie de l'identité visuelle du roman, enfin, juste contre les lignes. C'est donc bah, un des axes du roman, c'est que j'ai travaillé la mort. Euh, tout ce qui tourne autour de la mort, le deuil, le destin, etc. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup quand j'ai fait les recherches et la construction du roman. Euh, En fait, voilà, j'ai beaucoup travaillé l'angle macabre. Donc, il y a des scènes qui sont particulièrement macabres. Voilà, les corps morts. Je voulais que ça soit extrêmement noir et qu'on revienne à cette iconographie un peu moyenâgeuse de la mort, de la faucheuse, au point que je personnifie la mort. Dans ce roman, la mort est un personnage à part entière. D'ailleurs, à ouais. l'origine, le roman devait s'appeler Blanche-Neige et la mort.
D'accord. Et voilà. Bon, Et j'ai on n'en est pas. abandonné parce que on m'a dit que ça faisait une personne m'a dit que ça faisait un peu trop essai et moins fiction. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut jouer sur les 2 après. Tu as relu, celui des frères Grimm avant d'entamer, celui-ci? Grave. Ouais? Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai encore relu là avant d'attaquer la écriture du tome 2. Il est très court d'ailleurs, je vous le conseille si vous l'avez jamais lu, on le trouve sur le net en gratuit. Il fait à peu près 5 pages à 4. Mmh. Et c'est très intéressant aussi de voir et la version des Grimm et après voir ce que Disney en a fait. Oui, je l'ai relu. J'ai même d'ailleurs fait un atelier au mois d'octobre à la médiathèque de Strasbourg, à la médiathèque Malraux. J'ai fait un atelier avec une quinzaine de personnes autour de la réécriture de contes et donc j'aurais fait retravailler mon conte préféré, Blanche-Neige de Grimm. Génial, c'est génial ça. C'est génial. Et donc on peut alors s'ils veulent, les personnes qui voudraient, se procurer ce bouquin, donc il est sur ton site, bien sûr. Donc ton site, c'est violenedecharnage.fr, .com.fr. voilà. Est-ce qu'il y a autre part? Amazon. Amazon? Amazon pour Amazon? la version numérique notamment, mais ne vous privez pas d'un exemplaire dédicacé. Déjà, je gagne mieux Voilà. ma vie. Et il faut savoir que, comme beaucoup de mes bouquins, c'était le cas avec Les Entrailles de l'horreur, ce que tu as dans les mains et ce que j'ai entre les mains, c'est une version qui a été imprimée à part. C'est pas Amazon. Et donc, j'ai fait imprimer chez un imprimeur strasbourgeois, donc c'est un peu plus éthique. Et du coup, le livre est plus, moi, je trouvais plus beau quand on a les deux entre les mains. Le grammage de papier est pas le même. Oui, Enfin, bah voilà. oui, la qualité est forcément différente. Donc, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de Violaine. Vous aurez également tous les autres, hein, sauf ceux qui sont. J'ai vu que tu avais même les recueils dans lesquels tu Oui. es. Donc, vous pouvez vous rendre sur son site. On n'a pas parlé de celui-ci et on n'a pas parlé du pourquoi, du comment. Je voulais quand même l'aborder un petit peu parce que Violaine s'est lancée dans la littérature jeunesse. Donc, il est sorti au moment d'Halloween, celui-ci d'ailleurs, je crois bien. Non, il est sorti. Non? Moi, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, déjà, j'ai un problème avec les délais et aussi au niveau de l'écriture, et ben, parfois, je me dis, je vais écrire tel et tel truc dans l'année et tout à coup, j'ai des envies fulgurantes. Et c'était le cas avec Mort de citrouille. Il est donc sorti, je crois, en avril 2024. Ah, J'ai il est écrit au mois sorti de en février. avril. Ok, Oui. d'accord. Alors, Ah, c'était un bouquin d'Halloween, mais et la petite histoire de Mort de citrouille. Ça faisait quand même, bah, depuis que j'écris, on me pose la question de ouais, mais bon, t'écris rien pour les mineurs, rien d'un peu plus soft. Et j'ai également 2 enfants. Et j'avais mis ça dans un coin de ma tête en me disant ouais, je verrai plus tard peut-être. Et j'avais écrit Halloween, qui est une histoire gratuite, une histoire d'horreur d'Halloween qui est sur ton sur site, mon site. sur ta newsletter, ouais. Et j'ai écrit Halloween au moment des fêtes de Noël 2023-2024. J'ai terminé Halloween. J'avais bien aimé l'écrire, je m'étais bien amusée et tout. En février, je me suis dit, mais en fait, j'aurais carrément matière à le transposer en version jeunesse. Et au début, je me suis dit, oh, je vais faire juste quelques petits changements. Puis en fait, non. Du coup, j'ai réécrit une vraie histoire. J'ai juste gardé la thématique d'une fête d'Halloween qui tourne mal, avec des citrouilles un peu façon Body Snatchers. Ouais. Et donc, ça m'a pris. Et Mort de citrouille, je l'ai écrit en 15 jours. Ça a été Ah très, très vite. oui, oui. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Et il Euh, est. Moi, mes filles l'ont lu, hein. Alors, tu mets derrière de 10 ans à 666 ans. Moi, les miennes, elles ont 9 ans, mais bon, voilà, avec maman, elles connaissent bien l'horreur, elles ont adoré. En plus, il a une particularité, hein, quand même, c'est que tu lui donnes 4 possibilités de fin. ouais. L'enfant fait comme il veut, en fait, et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, vous avez la fin heureuse, la fin épouvante, terrible, horrible. Enfin bon, j'ai trouvé Référence, génial. référence au livre dont vous êtes le héros, Ouais. que j'en lisais quand j'étais adolescente. Et en fait, c'est parce que j'ai écrit Mort de citrouille en me disant, donc pour moi, c'était vraiment un challenge aussi, parce que bon, jusque-là, j'avais écrit que des trucs plus 18, hyper hardcore. Et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à écrire quelque chose que tout le monde puisse lire sans que ça soit, voilà, sans dépasser les bornes. Et donc je me suis dit, le contrat, c'était pas de mort, déjà, pas de Oui, mort.
de Ah oui. sexe. Et je suis arrivée à la fin du bouquin et j'avais encore des petites idées et j'étais un petit peu frustrée sur le côté ouais mais quand même ma spécialité c'est le gore et il n'y a pas de gore quoi, dans ce bouquin même s'il y a des trucs un peu dégueulasses. Et c'est là que je me suis dit mais en fait bah tu vas faire des fins supplémentaires avec une gradation donc il y a une fin heureuse, une fin épouvante, une fin horreur et une fin terreur. Et du coup ça m'a permis de faire gentiment un petit clin d'œil supplémentaire en mettant une petite couche de gore, voilà. Ouais, et ça, c'est apprécié. Enfin, moi, je sais que les filles ont apprécié, donc c'est rigolo. Et elles sont pas, c'est pas les livres dont vous êtes le héros, mais ça revient un petit peu au même. Tu sais, ce sont les livres où ça t'amène d'une page à l'autre, faut que tu reviennes, tu résous des énigmes et tout. Donc, tu te crées aussi ton Ouais. histoire. Ouais. Ouais. Et là, elles ont bien aimé. Et c'est quelque chose que tu comptes réitérer, ça? Tu veux un scoop, hein? Il y en Tu a vas un qui avoir un scoop. arrive. Ouais, carrément. En fait, c'était pas prévu cette année. Je Ouais. m'étais dit non, non, là, je fais une pause d'1 an sur donc la collection jeunesse Horribilis. Et en réalité, bah là, pendant l'écriture de Blanche-Neige, j'avais besoin aussi un peu de m'aérer le cerveau parce que Oui, bah oui. bah, j'ai quand même travaillé là, ça fait 14 mois, 14-15 mois sur un roman qui parle de mort et de deuil. Et j'avais un peu besoin de m'aérer la tête et j'ai des idées qui ont commencé à affluer là. Et du coup, j'ai pris plein de notes et j'ai fait quasiment la préparation. Donc, il y aura un Horribilis cette année, mais fin Super, d'année. Je ne vais pas trop en dire. super, Mais je super. Non, l'écrirai non, une non, fois que non. j'aurai terminé. Mais en tout cas, il est dans ma tête, il existe. Maintenant, je l'écrirai, mais une fois que Bon. j'aurai fini Enfin, si Blanche-Neige. si tu les écris en 15 jours, c'est pas très, très grave, on peut patienter, hein. Si tu as déjà le Exactement, fin plan et d'année. tout ça. Et donc, j'ai une autre question. Ceux-là, tu les as donc écrits sous Venin d'encre, hein, qui est ton label, avec les entrailles de l'horreur. C'est un choix perso, l'auto-édition pour toi? Oui, complètement. Donc, comme je te le disais, j'ai commencé à écrire vraiment sur le tard et bah, j'ai très vite compris que si je voulais me faire éditer, eh ben, les temps de soumission, puis de publication des romans, ça allait me mener à plusieurs années. Ouais. J'avais même pas encore pris conscience à l'époque que l'horreur allait être un vrai problème. Du coup, en réalité, j'avais écrit 2 romans avant qui n'ont jamais été publiés. Un roman que j'ai envoyé en maison d'édition. Je t'avais un peu expliqué, je me cherchais. En gros, j'ai écrit Ouais, 2 romans ouais, ouais. sur lesquels je me suis cherchée. Je savais pas encore que je voulais écrire de l'horreur. Donc, ces 2 romans ne sont pas publiés, ils ne le seront jamais. Et c'est là que j'ai attaqué la nouvelle vraiment pour me faire la main. Et là, la nouvelle, clairement, je me suis dit, ben, je vais en publier une par mois. Et j'ai démarré sur Amazon. Donc, j'étais déjà dans une démarche d'auto-édition. Et en parallèle de ça, ben, j'ai quand même poursuivi cette envie de me faire éditer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai un parcours hybride. Quand j'ai commencé dans les premiers mois d'écriture de nouvelles, j'ai écrit Screaming Boys, donc qui a été publié dans la collection Carnage. Quelques mois plus tard, j'ai écrit Gore des Alpes, qui est paru seulement là à l'automne. Donc il a mis, je crois, quasiment 1 an et demi, Gore des Alpes, entre le moment où j'ai remis le manuscrit et le moment où il a été publié. Donc déjà, voilà, il y avait cette dimension de délai. Et j'ai Mhm. plus de temps à perdre, clairement. Voilà, moi, je veux Ouais, écrire ouais, et je bah veux ouais, ouais, ouais. publier. Je veux qu'on me lise. Ensuite, il y a une dimension financière qui est qu'aujourd'hui, en France, à moins d'être un auteur qui publie dans des genres extrêmement vendeurs, et il se compte quasiment sur les doigts de la main, à moins d'être un Chatham, Grimaldi, on ne vit pas de sa plume, comme si ça n'était pas une activité professionnelle. Et moi, je considère c'est ce que je veux faire tous les jours, et me lever et écrire. Donc, c'est une activité professionnelle pour moi. Et c'est la raison Complètement, pour oui. laquelle j'ai choisi l'auto-édition, parce que ça me permet de garder un maximum de revenus de mon travail, en sachant que la contrepartie, c'est que je fais tout le travail que ne fait pas une maison d'édition. Mm, mm, mm. Mais par contre, en parallèle, effectivement, je poursuis quand même l'édition traditionnelle parce que pour moi, c'est une question et de validation. Parce que voilà, je me dis, ben, vous voyez, je suis éditée, je suis auto-éditée, donc, mais il n'y a pas de, les choses ne se mélangent pas. C'est-à-dire, tu vois, on évoquait ce roman-là ou Les Entrailles, ces 2 romans-là, ils ont été écrits spécifiquement pour l'auto-édition. Il n'a jamais été question, quand je les ai écrits, de les publier en maison d'édition parce que je voulais les sortir rapidement et ensuite je savais que les thématiques. Les entrailles de l'horreur parlent de droit à On allait l'avortement. te dire, ouais. C'est un pur roman d'horreur avec du body horror. On frôle par moments un peu la série Z. Mm, Et du coup, je me suis dit, à moins de si, j'aurais peut-être trouvé un petit éditeur. Mais mm. voilà, moi je sais que
Soit j'ai des coups de foudre pour des éditeurs, c'est le cas avec la collection Carnage, Gore des Alpes, Faute des frappes évidemment, faire un hommage à la collection Gore, c'était hyper cool et de revenir dans 2 anthologies. Une anthologie sur la déviance au Diable Vauvert et au Diable Vauvert, évidemment un grand oui. Donc il y aura des projets en édition traditionnelle dans les temps qui viennent, mais c'est pas du par défaut. C'est pas. Alors je sais que c'est un discours qu'on entend souvent en auto-édition, mais c'est absolument pas mon cas. C'est pas j'ai un roman qui a été refusé en maison d'édition, oh bah tant pis, je vais l'auto-éditer. C'est absolument pas. Pour moi, le niveau de qualité doit être identique. Ce roman-là, je l'ai travaillé autant que si j'avais dû le présenter à une grande maison d'édition. C'est juste que j'ai choisi de l'auto-éditer, aussi par rapport aux thématiques, par rapport au fait que là, j'arrivais avec aujourd'hui, une maison d'édition qui va prendre un conte noir pour adultes, bon courage, quoi. Ils vont le prendre, mais ils vont te demander de tailler dans le vif et d'ôter tout un tas de choses et ils vont complètement dénaturer ce que toi tu as fait. Ce ne sera pas toi, quoi. Donc, c'est possible. Ça, c'est jamais, voilà. Ça, par exemple, j'ai jamais été confrontée parce que justement, les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé, c'était de la carte blanche. Parce qu'on savait qu'on travaillait sur des thématiques, c'était du gore, de l'extrême, ou les nouveaux déviants, on était sur de la littérature trash underground, donc on va pas me demander de calmer le jeu sur Montaigne. Mais voilà, je sais qu'il y a des éditeurs qui ne prendront pas mes romans tels que je les écris aujourd'hui, et j'ai pas envie de me renier artistiquement. Et puis ensuite, on va pas se voiler la face, c'est que je vois aussi ce qui se passe dans certaines maisons d'édition, et certaines ne sont pas à la hauteur en termes de communication de ce qu'elles devraient faire. Il y en a qui font extrêmement bien leur travail, mais par contre, il y en a, elles sortent le roman, elles font un post et basta. Et 2 semaines après, le roman n'existe plus. Et non, ouais, moi, quand je voilà. passe plus d'1 an sur un roman, j'ai envie qu'il vive, quoi. J'ai envie qu'on le lise. Ça, il faut aussi dire que c'est pas gratuit, ça, en plus. Ils demandent une contrepartie pour ça. Et comme tu dis, le problème, c'est que tes romans doivent être visibles tout le temps. Et souvent, ils passent d'une année sur l'autre et on voit plus les anciens, quoi. C'est le problème, effectivement, de l'édition traditionnelle. Et il y a eu une accélération aussi du marché ces dernières années. Il y a énormément de sorties. Toutes les semaines, il y a des dizaines de sorties de romans. Il y a des milliers de sorties par an. Et du coup, à part des maisons d'édition sérieuses qui vont consacrer plusieurs semaines à une sortie de roman, ou parce qu'elles voient que le roman marche très bien, et du coup, elles vont prolonger les efforts de communication, en fait, ça passe à chaque fois en bas de pile. Et du coup, Ouais, ouais. effectivement, pour quelqu'un notamment en librairie, il y a des romans, quand ils arrivent en librairie, au bout de trois semaines, en gros, ils sont plus sur la table. Et quand on est un auteur et qu'on a autant sué sur un roman, et ça c'est la force de l'auto-édition, et voilà, je sais que les collègues en auto-édition le savent aussi, c'est que moi, un roman que j'ai sorti il y a 1 an, 2 ans, charge à moi de continuer à en faire parler et de le faire vivre. Mais le roman, il peut avoir une durée de vie illimitée, quoi. C'est Complètement, complètement. Et puis quelqu'un qui te découvre, il va avoir aussi envie d'aller voir ce que tu as fait avant. Et souvent, ce n'est plus édité. Les maisons d'édition ne l'éditent plus. Donc, tu peux pas le trouver. Alors voilà. qu'en auto-édition, souvent, vous avez des réserves, on peut encore trouver. Et ça, c'est un avantage. Tant qu'on C'est décide que le roman existe, il existe. Mm. On est totalement maître à bord par rapport à ça. Si tu vois, par exemple, les villénologies, on en parlait tout à l'heure, je prépare une nouvelle édition cette année. Ça, c'est de mon propre chef. J'ai aussi le désir de faire évoluer et à chaque fois de perfectionner ce que je propose. Une maison d'édition, probablement, le recueil de nouvelles, c'était fini et puis on n'en parle plus. Alors que moi, je vais sortir une nouvelle édition améliorée. Donc, Retravailler. Tu les retravailles ou tu… alors, il y a un travail de réécriture. Ah Parce oui, que comme d'accord. je me suis pris la main là-dessus, je trouve que niveau style, c'est plus tout à fait à la hauteur de ce que j'écris aujourd'hui. C'est vraiment mon appréciation personnelle. Et Ouais, du coup, je me dis quand même ça pourrait être mieux. Donc il y a un travail de réécriture, travail de correction approfondi que j'avais pas fait à l'époque parce que je démarrais et puis voilà. tu savais pas Et trop. Ouais. je vais réorganiser aussi le classement des histoires dans les villénologies et j'ai envie d'inclure des bonus. Je vais mettre un petit making-of pour ça que chaque histoire et expliquer pourquoi j'ai écrit cette histoire et donner quelques références peut-être liées Carrément, ouais. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée et même. je vais changer le format. Voilà. Ah ouais? Format plus Ok. petit. Parce que je sais pas si tu as vu maintenant sur ma table, quand je suis en salon, la table est remplie et il y en a Ah partout. oui, oui. Ben ouais, mais c'est vachement bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, après, ça coûte plus cher.
Mais plus la table est Euh, grande, hein, plus. ouais, mais voilà, il y a un moment, il y a aussi le rangement chez moi, etc. Donc, je vais un peu réduire aussi la taille des villénologies. Voilà. Ok, Là, ben, tout ça ça fait pour pas dire mal de projets, qu'effectivement, ça. ouais, ben, et j'en ai plein d'autres, mais après, voilà, je veux pas trop avancer des trucs où je veux encore changer d'avis. Ça, et puis il faut aussi faut pas négliger du temps pour soi, hein. Ouais, C'est important aussi. Parce que toi, en plus, tu as, juste pour aborder vite fait, parce que on est déjà à 50 minutes, tu t'imposes une routine d'écriture assez drastique quand même. ben, en fait, j'ai décidé que c'était mon activité professionnelle. Ouais. Donc, ça veut dire que mes revenus dépendent de mon activité d'écriture. Je suis écrivain professionnel. Donc, j'écris pas, c'est pas en fonction de l'inspiration et de l'envie de est-ce qu'aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai envie de, voilà. C'est, évidemment, il y a de la souplesse parce que la créativité, ça se force pas mais oui, je considère que c'est une activité professionnelle, donc ça demande de la rigueur, de l'organisation. Je fais pas ça par-dessus la jambe, quoi. Voilà. Et il me semble bien que tu écris à des heures un petit peu où tout le monde dort. Moi, je suis Il une me grande semble bien. matinale. Je vais Ou faire peur, mais ouais, je suis une matinale et là, c'est encore pire depuis ces dernières. Enfin, je me lève pas plus tôt, mais donc globalement, réveil c'est 5 heures, parfois voilà. 5h30. Déjà, je lis parce que sinon, j'ai tendance à squeezer la lecture et c'est quelque chose qui, outre le fait que ça me procure du plaisir, c'est aussi une source d'inspiration. Donc, je lis déjà en une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et maintenant, je vais aussi à la salle de sport. Voilà. Et après, j'attaque la journée d'écriture. Mais parce que moi, je suis fraîche le matin. C'est le matin que j'envoie. Moi, il y a une certaine heure à partir de laquelle il faut pas, il y a plus personne, quoi. Faut pas me... Ouais, et tu as raison, hein, le sport, c'est vraiment pas mal, hein, pour lancer une journée. Moi, je trouve que Ouais. tu te dépenses à fond, tu prends ta douche, après, c'est go, quoi, hein. Oui, voilà, ça Ouais, ouais, détend. tu t'assois et ça y est, tu es prêt. Ouais, le sport, c'est pas mal. Après, moi, ce serait le 5 heures du matin. C'est bon, c'est Mais en pas. contrepartie, je me couche tôt. Mais tu vois, par exemple, je suis pas dans cette catégorie d'auteurs qui écrivent la nuit. Ça, pour Ouais, moi, c'est impossible. À moins de tomber ouais. du lit, et ça m'arrive de temps en temps à 2 heures ou 3 heures et de me dire, bon, ok, je me lève et je vais bosser un peu parce que je dormirai plus. Mais c'est comme, en gros, l'après-midi, moi, faut pas trop me... Tu Bah sais, on oui, a tous des cycles. On a des cycles Mmh. naturels, quoi. Mmh, 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 mmh. Et donc, moi, je fais Ouais, et partie de la puis catégorie. tu as la fatigue psychologique Oui, qui s'installe au niveau de la journée aussi. Puis après, bah, voilà, ta vie de maman, ta vie d'épouse, ta vie tout court et ce que ça engendre aussi. Donc c'est vrai que le matin à 5 heures, au moins là, tu es pas emmerdé. C'est c'est calme. Voilà. mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. OK. Bien, je vais te poser la question comme je pose à tous les auteurs. Le Masterton, tu en attends, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, un peu même réponse que l'année dernière. Déjà, Voilà, ouais. bah, c'était hyper gratifiant l'année dernière parce que voilà, j'arrivais avec un roman qui n'était pas facile, parlait de droit à l'avortement. Cette année, je dois avouer que je n'osais pas l'espérer parce que bah, pour plein de raisons. D'ailleurs, je vais écrire un article de blog sur le sujet. Donc, c'était une super nouvelle de voir que j'étais à nouveau nominée cette année et ça renforce aussi effectivement. C'est gratifiant à nouveau parce que ça me répète que je suis sur le bon chemin, quoi. Et voilà, le fait d'être publié dans des belles maisons, le Masterton, voilà, et j'ai le droit, donc ça me dit, j'ai le droit d'écrire ce que je veux et de l'horreur extrême. Et voilà, ça peut être quelque chose qui est apprécié et qui est reconnu littérairement et qui est Voilà, reconnu ouais. professionnellement. Donc ouais, c'est super. Après, j'ai vu aussi qu'en face, waouh, il y a aussi du lourd. Ah, Mais cette année, c'est très cette a féminin aussi. c'est ce que j'allais dire, il y a qu'un un garçon qui est venu s perdre là, Deux, Anthony, ouais, ils sont deux, hem, hein. en roman francophone, il y en a qu'un. Ah ok, Non, il y en d'accord. a 2. Il y a David, il y a David, il y a David. Non, Voilà. il y en a 2. Tu as raison, pardon David, avec, Donc c'est cool. Rachel C'est Dudley. voilà. Ouais, Il y a des oui, oui, c'est vrai. femmes aujourd'hui, les femmes écrivains d'horreur ont totalement leur place, contrairement à quand tu vois, tu reprends la collection Gore et tu regardes les noms, bah à 99,5% c'était que des mecs.
Enfin, il n'y a Ouais, aucune femme d'ailleurs dans la collection Gore qui avait signé toute seule un roman. c'est vrai, ouais, dans les années 80, ouais. Donc c'est Ouais, ouais, Fate. ouais. C'est Oui, voilà. c'est vrai, oui. Tu vois, tu viens de me le faire remarquer. J'avais pas fait gaffe. Oui, oui, c'est vrai. Et on n'était C'est vrai. pas, c'est pas il y a si longtemps, hein. C'était pas au XVIIIe siècle, hein. Ben non, 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 ouais, mais j'avais jamais percuté qu'effectivement, alors que quand tu regardes les déviants, par exemple, là, c'est totalement, on va C'est dire qu'il y a au équilibré. moins, il y a la parité, ouais, voilà. Et Ouais. nos plus beaux effets, c'est pareil, hein. Mais oui, bah là, donc, oui, il y a Morgane, il y a Alex, il y a Meg, il y a Caroline. Vous êtes, Moi, je sais que j'ai écrit le meilleur roman que je pouvais écrire. Après, tu vois, je me dis, c'est pas une question de, il y a un roman qui est, enfin, moi, j'estime en tout cas qu'arriver à ce niveau-là, la récompense, c'est déjà la finale. Et ouais. que c'est pas, il y a un roman qui est meilleur que l'autre dans l'absolu, c'est juste qu'à un moment, il a fait plus le consensus. Mm. Évidemment, ça me fait briller les yeux, mais je me dirais pas, tu vois, je me dirais pas, ouais, mon roman était pas à la hauteur. Moi, je considère vraiment que j'étais au bout de ce que je pouvais faire. Voilà, donc après, on verra. Ben, écoute, continue en tout cas, hein, parce que il est vraiment génial et je le représente. Donc, hop, un conte de neige et de mort. Hop, Violaine de La suite Charnage qui arrive bientôt. avec le petit marque-page et que je vous recommande vivement parce qu'il est vraiment très bien. Et en plus, ben, c'est le moment de le lire puisqu'il y a la suite qui arrive bientôt. Franchement, il est absolument génial. La suite Violaine, devrait être cool deuxième. aussi, hein. La suite devrait être cool aussi. Je me suis donné du mal. Voilà, là, c'est maintenant un peu du peaufinage. C'est la dernière ligne droite, quoi. Mais elle va être bien. Voilà. Donc, si vous voulez une petite dédicace, eh bien, vous vous rendez sur son site, Violaine de Charnage, et puis bah, vous aurez tous ses bouquins et vous aurez la petite dédicace. Je vous invite aussi à vous inscrire à sa newsletter, qui est très très bien, que Violaine prend énormément de temps à rédiger cette newsletter. Elle est vraiment très très bien, très agréable à lire à chaque fois. Donc Et allez-y, j'y prends vous plaisir serez au aussi. courant des nouveautés, vous aurez même des fois des petites surprises à bouquiner en avant-première et voilà. Violaine, je te remercie pour cette interview, pour ta disponibilité. Je te souhaite plein de bonnes choses pour les résultats. Et puis, comme tu dis, même si il va pas jusqu'au bout, il a déjà gagné de toute façon parce qu'il J'espère est qu'il y en a un vraiment. peu, hein. Hein? J'espère qu'il y en a un peu, quoi. Voilà. Et mais ça se trouve l'année prochaine, on se revoit pour la partie 2, hein, ou ce qui va Qui sait? sortir d'ici. Qui sait? Un jour, je l'aurai, un jour. C'est ça. En, Pas en dans tout 10 cas, ans, quoi, hein. non, 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 non. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur, ça c'est une certitude. Merci beaucoup, Violaine. Merci, À très bientôt. Aude. Et puis, belle journée à toi. Salut. Salut!